Dans les ombres de l'Égypte ancienne et au cœur d'un savoir oublié se trouve un livre qui a captivé chercheurs, spiritualistes et penseurs pendant plus d'un siècle. Le Kybalion, publié en 1908 par les mystérieux Trois Initiés, ce compact volume noir, prétend révéler les enseignements cachés d'Hermès Trismégiste, une figure mythique reconnue comme le père de l'alchimie, de l'astrologie et de toute la sagesse ésotérique. Mais que représente vraiment le Kybalion? Quelle est son origine et comment ces 7 principes hermétiques peuvent-ils transformer votre chemin spirituel? Voici le récit complet, une traversée à travers le mystère, la vérité et le pouvoir ancestral. Le Kybalion est un texte enveloppé d'énigmes. Sa couverture est dépouillée, ne présentant qu'un titre sobre et une autorité mystérieuse, les Trois Initiés. Mais qui étaient ces initiés et pourquoi ont-ils choisi de garder leur identité secrète? Au début du XXe siècle, en pleine renaissance culturelle, englobant le spiritualisme, le mysticisme oriental et le renouveau des sociétés secrètes en Occident, ce livre a émergé tel un murmure du passé. Bien qu'il ait été officiellement lancé en 1908, les idées qu'il expose semblent être éternelles, comme si elles résonnaient depuis des millénaires, surgissant des sables de l'Égypte ancienne, des esprits des philosophes grecs et des cœurs des mystiques à travers les âges. À première vue, cela pourrait sembler juste un autre texte ésotérique dans une période saturée d'occultisme, mais il y avait un élément distinctif. Il s'exprimait avec une clarté déconcertante. Il ne nécessitait pas une foi aveugle, mais présentait des lois, des principes de la réalité qui pouvaient être vécus par quiconque les lisait. À mesure que les lecteurs exploraient les origines du texte, un nom a commencé à émerger. William Walker Atkinson, un ancien avocat devenu maître spirituel et auteur prolifique. Atkinson avait partagé une large gamme d'œuvres sur des sujets tels que le pouvoir de la pensée, l'énergie mentale, le yoga et le magnétisme personnel. Ainsi, les érudits et les chercheurs spirituels ont commencé à établir des liens entre son style d'écriture et le texte du Kybalion. Le ton, la structure et même certaines expressions semblaient porter sa marque. Cependant, Atkinson ne s'est jamais attribué publiquement la paternité du livre. Personne ne l'a fait. Le mystère persiste, peut-être délibérément. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un comme Atkinson, ou même un groupe de penseurs semblables, à dissimuler son identité derrière un pseudonyme mystique? Certains avancent qu'il s'agissait d'une stratégie marketing pour ajouter une aura d'intrigue et de mystère autour du livre, tandis que d'autres estiment que l'anonymat était un acte d'humilité spirituelle, une manière de dissoudre l'ego de l'enseignement et de permettre aux idées de briller par elles-mêmes. Dans la tradition hermétique, où l'on dit que la connaissance n'est accordée qu'à ceux qui sont prêts, les auteurs ont sans doute pensé que cacher leur nom renforcerait l'idée que la vérité ne provient pas des personnalités, mais de ce qui les transcende. Au-delà de l'énigme de ses origines, le livre se présente comme une version contemporaine de la philosophie hermétique, une tradition qui trouve ses racines dans l'ancienne Égypte. Cela nous amène à la figure centrale de la narration, Hermès Trismégiste. Pour plonger dans le Kybalion, il est essentiel de connaître la légende d'Hermès Trismégiste. Son nom évoque déjà un sentiment de pouvoir divin et de mystère. Trismégiste signifie 3 fois grand, impliquant une grandeur en sagesse, une grandeur en connaissance et une grandeur en pouvoir. Cependant, Hermès n'était pas un être ordinaire, c'était un symbole, une figure composite, à la fois dieu, sage et mythe. Dans la tradition égyptienne, il est associé à Thoth, le dieu scribe, gardien du livre de la vie et maître de la sagesse sacrée. Dans la tradition grecque, il s'est fondu avec Hermès, le messager agile des dieux. De cette union est née une entité qui symbolisait le lien entre le matériel et le spirituel, entre la terre et le divin.
On dit qu'Hermès Trismégiste a rédigé un grand nombre de textes allant de traités d'alchimie à des dialogues sur la spiritualité, chacun révélant des secrets sur l'essence de l'univers, l'âme et la pensée divine. Ces enseignements ont donné naissance à l'hermétisme, un courant de pensée qui a influencé le gnosticisme, le néoplatonisme, l'alchimie médiévale et la magie de la Renaissance. Même Isaac Newton, le pionnier de la physique classique, montrait un grand intérêt pour les écrits hermétiques et passait plus de temps à explorer l'alchimie qu'à faire des mathématiques. La raison ? Parce que Hermès enseignait que l'univers n'était pas un simple hasard chaotique, mais une structure organisée et compréhensible, gouvernée par des lois universelles qui pouvaient être comprises et appliquées par ceux qui étaient prêts. Dans le Kybalion, Hermès Trismégiste n'apparaît pas comme une figure historique digne d'adoration, mais comme un archétype spirituel, le maître idéal, l'incarnation de la sagesse transcendante. Son héritage ne réside pas dans des temples ni des tombes, mais dans les principes vivants qui régulent la réalité. Ces principes, selon le Kybalion, ont été transmis de maître à apprenti à travers des générations d'initiés et finalement formulés d'une manière que l'esprit contemporain pourrait assimiler. Cependant, Hermès n'enseignait pas comme les maîtres d'aujourd'hui. Il partageait la connaissance à travers des symboles, des paradoxes et des énigmes, des outils conçus non pas pour informer, mais pour éveiller. Ces enseignements étaient codés, non pas dans l'intention de semer la confusion, mais de protéger. Dans la tradition hermétique, la connaissance est considérée comme un pouvoir, et le pouvoir entre les mains des imprudents peut devenir destructeur. Pour cette raison, le secret est un thème récurrent dans les textes hermétiques. Tous ne sont pas prêts à affronter la vérité et toutes les vérités ne peuvent pas être exprimées de manière directe. Le Kybalion, donc, n'est pas simplement un livre, c'est une clé. Une clé qui ouvre les portes à des vérités ancestrales qui sont à la fois cosmiques et intimes. Elle invite le lecteur à percevoir la réalité non pas comme une simple série d'événements aléatoires, mais comme un organisme vivant, un motif sacré régi par des lois spirituelles. Et ces lois, les 7 principes hermétiques, sont ce que le chapitre suivant révèle. Le noyau du Kybalion réside dans l'exposition de 7 principes hermétiques, des lois intemporelles qui, selon le texte, régissent tout l'univers. Il ne s'agit pas seulement de concepts philosophiques ou d'hypothèses métaphysiques. Ils sont offerts comme des vérités essentielles entrelacées dans le tissu même de l'existence. Selon la tradition hermétique, comprendre ces principes implique de saisir l'essence de la réalité elle-même, et vivre selon eux transforme non seulement la perception, mais ouvre les portes à la maîtrise consciente de soi et de son environnement. Chaque principe fonctionne comme une clé qui déverrouille un niveau plus profond de perception, de conscience et de pouvoir intérieur. Nous allons maintenant explorer chacun de ces principes, non pas comme des théories abstraites, mais comme des vérités vivantes que l'on peut expérimenter. Le premier principe, et le plus fondamental de tous, est le principe du mentalisme. Tout est esprit. L'univers est mental. Cette affirmation radicale soutient que tout ce qui existe trouve son origine dans l'esprit. L'univers matériel, nos vies, le temps, l'espace et même l'énergie et la matière sont des manifestations d'une substance mentale sous-jacente. Cela ne signifie pas que le monde est simplement une illusion ou une fantaisie, mais que son essence est mentale, une conscience infinie, un esprit universel qui englobe tout et produit tout. Dans ce contexte, tes pensées ne sont pas des événements isolés ou privés, ce sont des vagues dans l'océan de l'esprit universel. Ce sont des forces créatives qui influencent tant ton intérieur que ton expérience extérieure. Vivre selon le mentalisme signifie comprendre que toute transformation dans la réalité commence par un changement de pensée.
Il ne s'agit pas seulement de maintenir des pensées positives de manière superficielle, mais de restructurer les bases de ton esprit en alignant ta conscience sur la conscience universelle. Ce principe te conduit naturellement à un processus d'auto-observation. Tu commences à analyser tes pensées, tes croyances et tes émotions. Tu commences à reconnaître les schémas mentaux inconscients qui ont façonné ta vie sans que tu t'en rendes compte, et en les rendant conscients, tu peux les changer. L'esprit cesse d'être un lieu chaotique et réactif, devenant un instrument de création intentionnelle. Tu réalises que tu es l'architecte de ta propre réalité. Le deuxième principe est celui de la correspondance. Comme en haut, ainsi en bas. Comme en bas, ainsi en haut. Cette ancienne maxime indique que les mêmes schémas, lois et vérités se répètent à tous les niveaux de l'existence. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, de ce qui est le plus concret à ce qui est le plus abstrait. Ce qui se passe en toi reflète ce qui se passe dans le monde extérieur, et ce qui se passe dans le monde se trouve aussi en toi. Ce principe te transforme en lecteur de symboles. L'univers devient un miroir. Ton environnement, tes relations, tes défis et tes réussites se transforment en un reflet de ton état intérieur. Une maladie physique révèle un conflit de l'âme. Une crise externe suggère une disharmonie émotionnelle ou mentale. De la même manière que tu peux comprendre le macrocosme en observant le microcosme, tu peux aussi te comprendre toi-même en étudiant les cycles de la nature, les rythmes de la Terre et les mouvements des astres. Vivre selon le principe de correspondance ne signifie pas être obsédé par les signes, mais par leur signification. Tu apprends à lire entre les lignes. Tu découvres que les événements ne sont pas de simples coïncidences, mais des révélations. Chaque expérience est un message codé qui, s'il est interprété avec sagesse, te guide vers une compréhension plus profonde de toi-même et de l'univers. Le troisième principe est le principe de vibration. Rien n'est statique, tout bouge, tout vibre. La science contemporaine a confirmé cette vérité ancienne. Tout dans le cosmos, même ce qui semble solide, est dans un état constant de vibration. Chaque atome, chaque pensée, chaque émotion, chaque mot que nous prononçons résonne à une fréquence spécifique, et c'est à travers ces vibrations que les formes sont créées, que l'énergie circule et que nos expériences se matérialisent. Comprendre cela transforme complètement ta relation avec la réalité. Tes pensées ne sont plus de simples idées abstraites, mais des fréquences qui émettent des signaux à l'univers. Tes émotions ne sont pas seulement des sensations éphémères, mais des champs énergétiques qui attirent ou repoussent des circonstances. La peur, la colère, le remords vibrent à de basses fréquences. L'amour, la gratitude, la compassion vibrent à des fréquences élevées, et plus la fréquence est élevée, plus ton expérience de vie devient harmonieuse. Ce principe te rend gardien de ton énergie. Tu commences à prendre soin de ton environnement, en choisissant délibérément avec qui tu t'associes, ce que tu consommes, ce que tu écoutes et ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu développes une sensibilité presque spirituelle qui te permet de discerner quand quelque chose élève ta vibration et quand cela la draine. Tu réalises que hausser ta fréquence n'est pas un acte magique, mais une discipline énergétique. C'est méditer, respirer consciemment, t'entourer de beauté, te connecter à la nature, dire la vérité et agir avec intégrité. Tout cela est de l'alchimie vibratoire. Tu comprends aussi que tu peux modifier ton état émotionnel en modifiant ta vibration. Vous n'êtes pas victime de vos états internes. Vous pouvez passer de la peur à l'amour, de l'anxiété à la sérénité, de la tristesse à la gratitude, non pas par le déni, mais par une transformation consciente de votre énergie. La vibration devient le langage de l'âme. Le quatrième principe est le principe de polarité. Tout est dual, tout a des pôles, chaque chose possède son couple d'opposés. Ce principe indique que les opposés ne sont pas réellement isolés, mais qu'ils sont les extrêmes d'une même réalité.
La chaleur et le froid, par exemple, ne sont pas des entités distinctes, mais différentes gradations de température. La lumière et l'obscurité représentent des variations de luminosité. Curieusement, l'amour et la haine sont deux extrêmes du même spectre émotionnel. Cette compréhension vous fournit un puissant outil de transformation. Vous pouvez changer d'un état à l'autre en vous déplaçant le long du même axe. Il n'est pas nécessaire d'éradiquer la haine pour atteindre l'amour. Vous devez la transmuter. Vous n'avez pas besoin de fuir la peur pour trouver le courage. Vous devez diriger votre conscience vers l'autre pôle. C'est la véritable alchimie mentale que les sages d'antan enseignaient. La capacité de modifier votre état vibratoire à travers la compréhension de la polarité. Vous commencez également à observer la vie sans jugement absolu. Ce que vous appelez mal pourrait simplement être un degré inférieur de ce que vous considérez comme bon. Ce que vous qualifiez d'obscurité peut être juste un manque momentané de lumière. Vous apprenez à ne pas craindre les extrêmes, mais à les intégrer. Le sage ne nie pas ses émotions négatives, il les observe, les comprend et les élève. Il apprend à travailler avec les polarités internes pour trouver l'équilibre et l'unité. Le cinquième principe est le principe du rythme. Tout coule et reflue, tout monte et descend, tout se comporte comme un pendule. Ce principe décrit le rythme naturel de l'existence. Tout passe par des cycles, des marées et des saisons. Il y a des moments d'expansion et des moments de contraction, des jours de clarté et des jours d'obscurité, des périodes de croissance et des phases de repos. La grande majorité des gens fait face à ce principe. Ils essaient de maintenir un état constant, de rester au sommet, d'éviter les hauts et les bas, mais cela n'apporte que frustration, épuisement et déconnexion. Vivre selon le rythme, c'est vivre dans la sagesse. Cela implique d'accepter que l'énergie se déplace par cycle et que tu ne peux pas être au sommet éternellement, ni ne devrais l'être. Le véritable dominion spirituel ne réside pas dans l'évitement des chutes, mais dans l'apprentissage à naviguer avec aisance lorsqu'elles surviennent. Le sage est conscient de ses cycles internes. Il sait quand agir et quand attendre. Il connaît le moment de parler et celui de se taire. Il est au courant de quand il est temps de semer et quand il est temps de récolter. Le principe du rythme enseigne à vivre en harmonie avec le temps, avec soi-même et avec l'univers. Tu cesses de résister au courant et commences à suivre son flux. Ces 5 principes, lorsqu'ils sont appliqués de manière consciente, offrent non seulement une perspective radicalement différente du monde, mais aussi une façon complètement nouvelle de vivre à l'intérieur. Ils ne sont pas des impositions, ni des règles rigides, mais des outils de libération, des cartes vers une vie plus consciente, profonde et puissante. Celui qui les comprend commence à voir l'univers non pas comme un chaos sans sens, mais comme un système sacré, parfaitement organisé, où rien ne se produit par hasard et chaque être humain a le pouvoir de s'éveiller, de se transformer et de créer. Aujourd'hui, il est facile de penser que les idées spirituelles sont récentes, que des concepts comme la manifestation, la vibration ou la loi de l'attraction sont des inventions récentes du mouvement d'auto-assistance. Cependant, si tu prends le temps de retracer l'origine de ces enseignements populaires, tu découvriras que beaucoup d'entre eux partagent une racine commune, profonde et silencieuse, le Kybalion. Bien qu'il ait été publié en 1908, ce petit livre a subtilement mais puissamment influencé la pensée spirituelle actuelle, agissant comme une rivière souterraine qui nourrit des millions de personnes, souvent sans qu'elles le sachent. Cette influence cachée a commencé avec le mouvement de la nouvelle pensée, un courant spirituel qui a gagné en notoriété à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Cette philosophie mettait en avant le pouvoir de l'esprit pour façonner la réalité, affirmant que les pensées ne sont pas de simples activités mentales, mais des forces énergétiques qui attirent des circonstances, des expériences et des résultats dans nos vies.
William Walker Atkinson, largement reconnu comme l'auteur derrière le pseudonyme Les Trois Initiés, était une figure centrale de ce mouvement. Ses écrits traitent en profondeur des concepts tels que l'énergie mentale, le magnétisme personnel, la concentration et l'influence de la pensée, tous des éléments intimement liés aux principes hermétiques du Kybalion. À mesure que le mouvement de la nouvelle pensée s'est transformé en ce que nous connaissons aujourd'hui comme la loi de l'attraction, l'empreinte du Kybalion a perduré. Des intellectuels comme Napoleon Hill, auteur du célèbre livre « Pensez et devenez riche », ont écrit ouvertement sur l'autosuggestion, la foi et l'importance d'aligner les pensées avec les objectifs personnels. Bien que Hill n'ait jamais cité directement le Kybalion, son cadre théorique est riche du principe du mentalisme qui établit que l'esprit est la cause primordiale de la réalité. Des décennies plus tard, ces conceptions seraient redécouvertes et popularisées sous un nouveau format plus accessible. Dans Le secret de Rhonda Byrne, qui est devenu un phénomène mondial dans les années 2000, la loi de l'attraction est présentée comme une force universelle qui répond à nos pensées et émotions. Bien que le langage du livre soit conçu pour un large public, le concept est le même que ce que le Kybalion avait présenté près d'un siècle auparavant, à savoir que tout est vibration et que les semblables attirent les semblables. En d'autres termes, la loi de vibration et la loi de correspondance opèrent à leur maximum. Et il ne s'agit pas seulement de livres. De grandes personnalités du monde spirituel contemporain, comme Deepak Chopra, Joe Dispenza, Abraham Hicks et Eckhart Tolle, ont partagé des enseignements qui résonnent avec les principes hermétiques, bien que beaucoup de leurs disciples ne connaissent peut-être pas le Kybalion. Ces enseignants modernes discutent de la conscience comme d'une force créatrice, de l'importance de l'alignement énergétique et de la guérison intérieure pour transformer la réalité extérieure. Toutes ces idées avaient déjà été présentées avec clarté et profondeur dans le Kybalion il y a plus d'un siècle. L'influence du Kybalion s'étend également à des domaines plus complexes, tels que la guérison énergétique, l'alignement des chakras et le mysticisme quantique. Le principe de polarité s'aligne avec les enseignements du taoïsme et le concept oriental du yin et du yang. Pendant ce temps, le principe du rythme se connecte avec des modèles psychologiques contemporains qui abordent les cycles émotionnels, les comportements et même les biorhythmes. Le principe de cause et effet trouve des échos dans le concept hindou de karma ainsi que dans la science moderne, qui observe comment chaque action entraîne des conséquences et comment chaque phénomène est lié à une origine antérieure. De même, le principe de genre a acquis une nouvelle signification à notre époque. Aujourd'hui, en parlant d'équilibrer l'énergie masculine et féminine et d'intégrer le sacré masculin avec la divine féminité, on ravive ce que le Kybalion enseignait, que tout dans l'univers contient les deux forces et que la croissance spirituelle ne consiste pas à rejeter l'une au profit de l'autre, mais à les intégrer sagement. Cette compréhension a donné naissance à des mouvements de guérison intérieure, d'autonomisation spirituelle et de pratiques de méditation et d'autoconnaissance, cherchant une union des opposés dans l'individu. Un des aspects les plus remarquables du Kybalion est sa capacité à unir des mondes apparemment en conflit. Établit un lien entre la science et la spiritualité, entre la logique et l'intuition, entre la connaissance ancienne et la psychologie contemporaine. Il ne te demande pas de rejeter la raison ni les preuves. Il t'invite simplement à explorer la possibilité qu'il existe une réalité plus profonde, invisible, mais tout aussi tangible, qui influence également notre expérience. Cette réalité est mentale, vibratoire, énergétique et a une valeur aussi significative que le physique ou le biologique. Cette perspective intégrative a contribué à la survie et à l'adaptation du Kybalion même dans un monde hautement technologique et rationnellement interconnecté.
Même dans la culture populaire, ces traces peuvent être retrouvées. Des films comme The Matrix illustrent l'idée que la réalité est une construction mentale, suggérant que nous pouvons nous éveiller de l'illusion et reconfigurer notre monde en comprenant les lois qui le gouvernent. Une représentation claire du principe du mentalisme. Dans la musique, dans les romans, dans les discours motivationnels et même sur les réseaux sociaux, on trouve des fragments de sagesse hermétique cachés entre des lignes contemporaines, attendant d'être identifiés par ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et malgré cette influence significative, le Kybalion reste relativement peu connu du grand public. Il n'a pas été l'objet de campagnes massives. Il ne fait pas la une des journaux, ni ne s'enseigne dans les écoles. Fluctue silencieusement entre chercheurs spirituels, occultistes, alchimistes modernes et ceux qui croient que la vie a des couches de signification plus profondes que ce qui se perçoit à première vue. C'est un texte qui ne recherche pas la popularité, mais la profondeur. Il ne crie pas, il chuchote, il ne s'impose pas, il se révèle seulement à ceux qui sont prêts à le recevoir. L'une des raisons pour lesquelles le Kybalion est resté inchangé depuis plus d'un siècle est qu'il ne nécessite pas de foi aveugle. Contrairement à d'autres textes sacrés ou doctrines strictes, le Kybalion n'exige pas que tu acceptes ses enseignements sans questionner. Au contraire, il t'invite à observer, à expérimenter, à mettre à l'épreuve ses principes dans ta vie et à observer les résultats. Il t'encourage à utiliser ta conscience comme un laboratoire et ton âme comme objet d'étude. Il n'y a pas de punition à remettre en question ni de récompense à suivre aveuglément. Il n'existe que la découverte. Et cette approche expérientielle est ce qui confère à ces enseignements leur pouvoir remarquable. Car une fois que tu commences à mettre en œuvre le principe du mentalisme dans tes pensées, celui de correspondance dans tes relations, celui de vibration dans ton énergie, et ainsi de suite, tu ne comprends pas seulement les lois, tu les incarnes, elles deviennent une partie essentielle de toi. Elles ne sont plus seulement des concepts que tu lis, elles sont les lentilles à travers lesquelles tu observes la réalité. La vie n'est plus perçue comme une série d'événements isolés, mais commence à se révéler comme une danse de causes, d'effets, de rythmes, de polarités et de possibilités. Une danse que pour la première fois, tu peux apprendre à danser. C'est à ce moment-là que tu comprends le vrai but du Kybalion. Il ne s'agit pas de t'illuminer par des mots, mais de te conduire vers une transformation subtile. Il ne s'agit pas de t'offrir des réponses, mais de te réveiller, car son essence ne se trouve pas dans les pages, mais dans ce qui se passe lorsque tu appliques réellement ces enseignements. En le faisant, non seulement tu transformes ta vie, mais tu altères également ta connexion avec la vie elle-même. Vivre les enseignements du Kybalion ne signifie pas mémoriser des concepts abstraits, ni réciter des principes comme s'ils étaient des formules magiques. Il ne s'agit pas d'assimiler un langage mystique, ni de te vêtir de tenues ésotériques. Vivre le Kybalion signifie se transformer de l'intérieur. C'est intégrer dans ton quotidien les principes qui régissent l'univers. Permettre à la sagesse de transcender le simple savoir intellectuel, devenant ainsi une manière d'être, d'observer, de ressentir et d'agir. Le véritable hermétisme ne se limite pas à la théorie. Il commence à se manifester lorsque les principes deviennent chair, souffle et présence. Imagine te réveiller chaque matin avec la certitude que tes pensées ne sont pas de simples moments passagers, que chaque idée que tu conserves et chaque émotion que tu laisses grandir en toi vibre, émet et crée. C'est l'expérience directe du principe du mentalisme. Tu ne peux plus te permettre de penser de manière automatique. Tu deviens conscient de ton esprit comme d'un espace sacré où se forme ta réalité. Tu apprends à t'observer, non pas avec jugement, mais avec une attention profonde. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je nourris?
Qu'est-ce que je projette dans le champ mental universel? Est-ce que je pense par peur ou par sagesse, par manque ou par abondance? Ce principe t'amène inévitablement vers la pratique intense du silence intérieur, car plus tu examines ton esprit, plus tu reconnais que de nombreuses pensées ne t'appartiennent pas. Ce sont des échos du passé, des programmations héritées, des voix externes. Alors surgit une nouvelle intention, purifier l'esprit, le calmer, le centrer, non pas pour devenir un être parfait, mais pour s'aligner avec l'esprit universel. Parce que si tout est esprit, alors tout peut être transformé par lui. Le travail mental devient un effort sacré. Chaque pensée est une prière, chaque croyance est une graine. Puis tu commences à remarquer le principe de correspondance dans ta vie quotidienne. Ce qui semblait autrefois de simples coïncidences se révèle maintenant comme des reflets. Tu te rends compte que ton environnement te parle constamment, que tes relations sont des miroirs vivants de tes blessures, de tes forces et de tes leçons en attente, et que le chaos extérieur reflète souvent un désordre interne qui n'a pas été abordé. Tu apprends à regarder dehors pour voir ce que tu n'oses pas affronter à l'intérieur, et vice-versa, soigner l'intérieur pour transformer l'extérieur. Ce principe te transforme en interprète du langage symbolique de la vie. Rien n'est insignifiant. Une dispute, une perte, un inconfort physique, une coïncidence, tout est correspondance, et ainsi, la vie cesse d'être un affrontement et se transforme en un maître plein de compassion. Tu acquiers de l'humilité en reconnaissant que tout ce que tu vis a quelque chose à t'apprendre sur toi-même, et en même temps, tu te sens renforcé parce que tu sais qu'en transformant ton monde intérieur, tu peux réécrire ton expérience extérieure. Le principe de vibration devient alors ton guide quotidien. Tu commences à remarquer ton état vibratoire de manière subtile. Tu reconnais quand tu es en équilibre et quand quelque chose ne va pas, même si tu ne peux pas toujours le formuler. Tu assumes la responsabilité de ton énergie. Tu prêtes attention à tes émotions, non pas pour les réprimer, mais pour les comprendre et les transformer. Tu exerces le discernement. Ce sentiment m'élève ou me tire vers le bas. Cette personne me nourrit ou m'épuise. Cette pensée me rapproche de ma vérité ou m'en éloigne. La vibration transcende le concept et devient ton paysage intérieur. Tu apprends à l'élever grâce à des actions concrètes telles que la méditation, la respiration consciente, la musique, la gratitude, le mouvement, le silence, le contact avec la nature, et aussi en prenant des décisions difficiles. T'éloigner d'environnements toxiques, établir des limites, abandonner des habitudes destructrices. Tu réalises que ta vibration est ta signature énergétique, ton apport au champ collectif, et quand tu élèves ta fréquence, tout commence à s'aligner. Les idées affluent, les portes s'ouvrent, et les synchronicités se multiplient. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Le principe de polarité devient un outil d'alchimie émotionnelle. Tu n'as plus peur des extrêmes. Te rends-tu compte qu'il y a une graine de joie dans la tristesse? Que dans la peur réside le potentiel du courage et que l'obscurité fait aussi partie du processus d'éveil. Tu apprends à naviguer consciemment sur l'axe des émotions. Tu ne luttes pas contre ce que tu ressens. Au contraire, tu observes, acceptes et progressivement, à travers la pratique, tu transformes. Tu cesses également de segmenter la vie en bonne ou mauvaise, positive ou négative. Tu comprends que tout fait partie d'un même spectre et que ton objectif n'est pas simplement de choisir un camp, mais de trouver le point d'équilibre. La polarité t'enseigne à intégrer, à ne pas rejeter tes ombres, mais à dialoguer avec elles, à reconnaître dans chaque émotion une opportunité d'évolution. Le sage ne supprime pas les opposés, il les réconcilie. Avec le principe du rythme, tu commences à honorer les cycles de la vie.
Tu cesses de demander à ton corps de fonctionner comme une machine. Tu cesses de te juger pour ne pas être constamment motivé, heureux ou productif. Vous acceptez que tout dans l'existence se déplace par vagues. L'énergie, la créativité, la clarté, le désir. Vous apprenez à écouter vos saisons intérieures. Il y a des moments pour semer et des moments pour récolter, des moments pour vous étendre et des moments pour vous retirer. Cette compréhension apporte la paix, car vous reconnaissez que l'hiver émotionnel n'est pas un échec, mais une préparation, que le vide n'est pas une punition, mais une pause sacrée, que chaque descente a une montée. Vous ne forcez plus, vous vous laissez porter. Vous n'avez plus peur des cycles, vous les accompagnez. Vous devenez un danseur du rythme cosmique et c'est de là que fleurit la résilience. Car vous savez que tout passe et que si vous honorez le rythme, vous vivrez en harmonie avec le pouls de l'univers. Le principe de cause à effet vous élève à un nouveau niveau de responsabilité. Vous comprenez que rien n'est le fruit du hasard, que chaque expérience que vous vivez a des racines, que tout ce qui vous parvient, une opportunité, un obstacle, une personne, une émotion, est la conséquence de causes souvent semées dans le passé. Cela ne vous rend pas coupable, mais conscient, car vous réalisez également qu'en modifiant vos actions, pensées et intentions, vous semez de nouvelles causes et avec elles de nouveaux effets. Ce principe vous libère du rôle de victime. Vous n'attendez plus que les autres changent, ni que le monde vous sauve. Vous devenez créateur. Vous initiez des actions avec intention, vous communiquez avec conscience, et vous pensez avec un but clair. Chaque geste prend un sens, chaque décision devient une offrande à l'avenir. Et lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, au lieu de chercher des coupables ou de fuir, vous vous interrogez « Quelle leçon puis-je tirer de cela ? Quel potentiel est caché derrière cette expérience ? Quel schéma dois-je briser ?» Le dernier principe, le principe de genre, vous permet de vous réconcilier avec vous-même. Vous réalisez qu'en vous cohabitent deux énergies, la masculine, qui est active, logique et structurante, et la féminine, qui est intuitive, réceptive et créative, et les deux sont sacrés. Vous vous libérez des rôles sociaux et des identités rigides. Vous vous donnez la possibilité de ressentir et d'agir, d'habiter des moments de silence et de prendre des décisions conscientes. Vous créez depuis la tendresse et la fermeté. Ce principe ne se réfère pas au genre biologique, mais à l'atteinte d'un équilibre intérieur. En intégrant ces énergies, vous devenez un être complet. Guéris les blessures de la déconnexion et arrête de chercher à l'extérieur ce qui te semble manquer. Reconnais que tout ce dont tu as vraiment besoin se trouve en toi-même. Depuis cet endroit d'union, tu peux créer avec solidité et sensibilité, diriger avec compassion, aimer avec des limites saines et vivre sans te briser. Vivre le Kybalion ne concerne pas une destination, mais un voyage, un engagement quotidien. Parfois, tu oublieras cela et à d'autres moments, tu pourrais faire un pas en arrière. Mais les principes seront toujours là comme des phares silencieux. Ils ne demandent pas la perfection, ils te demandent seulement d'être présent, attentif et courageux. Et quand tu les vis vraiment, non seulement tu les comprends, mais quelque chose de subtil mais profond se produit. La vie se transforme, le chaos trouve un ordre et la souffrance perd sa force. Tu commences à discerner des schémas, là où il y avait auparavant de la confusion. L'univers ne te semble plus étranger. Il devient un allié, un reflet, un terrain de jeu sacré. Car le Kybalion n'est pas un livre qui se ferme une fois sa lecture terminée. C'est un enseignement vivant, une clé qui ouvre des portes invisibles, une carte vers ton pouvoir oublié. Et quand tu l'intègres, tu ne te contentes pas de t'éveiller. Tu te souviens de qui tu es et de tout ce que tu as toujours été. Non,